Bonsoir à tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission Les Rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Alors pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Monsieur Albert Mbana Mate Zimbombo, qui est président de la société civile et citoyenne. Avec lui, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par la présence du couple royal belge en République démocratique du Congo. Voilà. Bonsoir, Monsieur Albert. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Comment vous réagissez par rapport à cette présence, la toute première en République démocratique du Congo, des couples royaux belges? Oui, par rapport à cette visite, les commentaires vont dans tous les sens. En ce qui me concerne, je dirais simplement, si nous devons nous situer dans l'histoire, nous devons d'abord analyser cette visite par rapport à l'État indépendant du Congo, l'exploitation et les stigmates, n'est-ce pas, de la colonisation, de l'exploitation. Ça, c'est une chose. Et puis, ce que nous allons du côté du Congo belge, la colonisation, là, je me pose une question, et le roi a bel et bien raison. Il peut aussi se poser des questions, l'opinion nationale et internationale. La Belgique a colonisé le Congo, il nous a laissé le Congo, qu'est-ce que nous en avions fait? Voilà. Mais de toutes ces deux questions qui se situent dans l'histoire, dans le passé, je crois que nous devons... Ils peuvent se taper aussi la poitrine que ce qu'ils ont laissé en RDC existe jusqu'à maintenant. Non, je me dis ceci, nous ont laissé le Congo, nous avions réclamé l'indépendance, nous en avions eu. Qu'est-ce que nous en avions fait de ce grand Congo, de ce paradis? Qu'est-ce que nous en avions fait? C'est une interpellation pour nous autres, les Congolais. Mais en dehors de tout ça, nous devons maintenant aussi projeter l'avenir par rapport à cette visite. Voilà. J'insiste là-dessus. Quelle est votre lecture exactement par rapport à cette première visite? Non, mais écoutez, avec la Belgique et le roi de Belge, c'est un lien historique, n'est-ce pas? Mais nous devons, donc les deux parties doivent exploiter, n'est-ce pas, cette visite en connaissance de cause. Moi, je me dis ceci en tant que Congolais, en tant qu'acteur et analyste politique, je dis, le Congo, eh bien, a été construit par la Belgique, n'est-ce pas? Il y a quelque part les stigmates de la colonisation. On a vu, il y a des gens qui ont pris des photos et tout ça. C'est bien beau. Mais de l'autre côté, je me dis, le Congo belge, colonie belge, le Belge a quand même construit ce pays-là. Mais qu'est-ce que nous en avions fait? Voilà la question. Parce que nous devons maintenant projeter l'avenir. Voilà. On l'a vu visiter la ville de Kinshasa, par exemple au marché central, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils se sont envolés pour Lubumbashi. Ça, c'est vraiment du folklore, du côté, comment dirais-je, protocole, c'est protocolaire. Mais je crois que le plus important, c'est le discours tenu par le Premier ministre belge, n'est-ce pas? Pour que nous puissions comme ça reprendre comme par le passé nos relations économiques et socio-culturelles. Sachant que la visite intervient au moment où le Congo intervient dans un contexte très particulier d'insécurité quasi permanente dans l'est de la partie du territoire national. Je crois que cette visite va essayer d'amener quelque chose par rapport à cette insécurité, parce qu'en suivant le discours du Premier ministre belge, je crois qu'il y a lieu que nous puissions nous attendre à un appui. Je crois que sur ce plan-là, c'est quand même positif. En premier lieu, il faut que les investisseurs viennent, ou bien d'abord commencer par... pourquoi même pas faire le nécessaire à ce que l'armée belge puisse nous prêter main forte afin de mettre fin à la situation de M23 à l'est de la RDC? Vous m'aviez reçu la fois passée dans une émission ici. J'avais dit, et je le réitère, que nous avons un État en déliquescence que nous devons refonder. Il faut refonder l'État. L'armée n'est qu'une des composantes de l'État, n'est-ce pas? Il faudra d'abord que nous autres, nous-mêmes Congolais, nous puissions essayer de voir comment faire, voir sur quel axe nous devons refonder l'État. Voilà pourquoi, moi par exemple, en ce qui me concerne, dans mon ouvrage « Décentralisation politique administrative »,
rétrospective d'un processus laborieux et délicat, eh bien, je crois que la gouvernance, c'est un des axes fondamentaux pour la refondation de l'État. Il faudra d'abord que l'État existe, il faudra que nous prenions conscience, l'opposition et la majorité et la société civile, pour dire que nous avons un État en déliquescence. Essayons de jeter les jalons pour la refondation de l'État. C'est très important. Mais l'armée belge ne peut pas venir prêter main forte au FARDC parce que là, les résultats ne sont pas probants par rapport à la situation qui prévoit à l'est de la RDC. On voit les M23 tenter d'envahir même le Goma et ainsi de suite. Et il n'y a pas vraiment des avancées au niveau de FARDC. Notre pays colonisateur peut nous prêter main forte. Les anciens combattants ont à un certain moment allé en Europe pendant la guerre mondiale pour aller combattre en faveur des Européens. Oui, j'aime bien l'adage qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il faudra d'abord que nous puissions refonder l'État et ses différentes composantes. L'armée n'est qu'une des composantes de l'État. Les Belges peuvent venir, mais nous appuyer. Il faudra que nous puissions nous organiser, n'est-ce pas? Avoir une armée digne de ce nom, comme l'armée que le Belge a léchée dans ce pays, n'est-ce pas? Comme ça, on peut s'attendre à quelque chose de positif. Mais attendre que les Belges puissent tout faire à notre place, je crois que ça sera quelque peu irresponsable de notre part, nous autres Congolais. Subsidiairement, dès lors, on peut s'attendre à des retombées économiques par rapport à cette visite? Oui, mais par rapport à tout ça, il faudra refonder l'État, il faudra que nous puissions rendre le pays, comment dirais-je, gérable. Il faudra que le pays soit géré parce que, comme je l'ai dit la fois passée, nous avons un problème de gouvernance. Il faut que l'État soit géré comme tous les États du monde, n'est-ce pas? Une gestion moderne, que nous puissions refonder l'État, un État qui puisse exister avec tout ce qui peut faire en sorte qu'on puisse parler d'un État moderne. Parce que vous parlez de la refondation de l'État, que l'État devienne moderne. Qui sont censés faire ça et qu'est-ce qui empêche ou handicape qu'on puisse vivre cette réalité? Oui, j'ai toujours dit au moment où on a un gouvernement qui tente de donner le meilleur de lui-même dans le travail qui est fait au quotidien. Oui, oui, j'ai toujours dit nous devons cesser de jouer au charognard. Nous avons une carapace, il ne faut pas que nous puissions comme ça, tous sérieux sur la carapace. Refondons l'État, eh bien, ça demande à ce que l'opposition et la majorité comprennent que c'est très important. Sinon, c'est du haut de toi de là que je m'y mette et je suis et j'y reste et nous allons continuer comme ça, patauger dans la boue, ce n'est pas bien. Vous êtes conscient ou conséquent que cette réalité ne sera pas vécue ici en République démocratique du Congo? Il suffit seulement qu'il y ait la bonne volonté. Alors changeons de stratégie. Il suffit seulement qu'il y ait la bonne volonté, il faudra que les gens comprennent. Parce que vous allez essayer un peu de voir la succession des événements hein, et même de gouvernements. Vous voyez que les mêmes problèmes demeurent. Les individus, quelle que soit leur bonne volonté, n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que les fondamentaux d'un État moderne sont rompus. Il faudra d'abord refonder l'État, n'est-ce pas? Et puis le reste, ça va aller. Mais ici à Kinshasa, nous avons vu le roi, par exemple, au marché central, sur les boulevards triomphales, ainsi de suite. Et à Lubumbashi, il a rencontré, il était dans les milieux estudiantins, on l'a vu s'entretenir avec des étudiants. Tout ça, c'est dans quelle optique? Ça cache quoi? Je ne sais pas spéculer sur les sexes des anges. Hein. Le roi est venu, hein. Il est en visite dans l'ancienne colonie. Je crois que le plus important pour moi, c'est que j'ai retenu, hormis le protocole, visite par-ci, par-là, le plus important, c'est la reprise des relations économiques, diplomatiques et tout ce que tu veux là. Je crois que c'est ça le plus important. Il faudra que les gens qui gèrent le pays puissent voir comment, avec l'appui des Belges, quels sont les axes de la refondation de l'État où les Belges peuvent intervenir pour que nous puissions refonder l'État. Les malheurs que les pays sont en train de subir maintenant, c'est pas parce que les Belges sont partis un peu plus tôt en RDC? Je me dis que, bon, écoutez, ces discours-là, je l'ai même écrit dans mon livre, là, j'en ai fait allusion dans le livre.
n'est-ce pas? Le Belge, quand il est parti, nous n'avions pas assez de gens outillés pour gérer le pays. Et ceux qui ont succédé aux Blancs, ils ont voulu vivre dans le mimétisme, imiter le Blanc, mais sans avoir le bagage intellectuel qu'avait le Blanc. Ce qui a fait que nous avions connu un mauvais départ et ça nous a rattrapés. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment des gens suffisamment outillés qui peuvent gérer le pays. Mais je crois que ce qu'il y a à faire, c'est un peu de volonté politique et que les gens prennent conscience. Il faut que les gens servent l'État plutôt que de se servir de l'État. Parce que nous avons pour la plupart des politiciens qui se servent de l'État plutôt que de le servir. Parce qu'en Afrique du Sud, bien qu'on parlait de l'apartheid, mais on voit, c'est un pays quand même développé, mais notre pays, c'est un pays en voie de développement. Avant la colonisation égale à après la colonisation. D'ailleurs, avant la colonisation, on semble dire que le pays était développé. Oui, on avait des bons médecins. Il y a ceux qui quittaient l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner ici, mais tel n'est pas le cas. Raison pour laquelle je dis les Belges sont partis très tôt. Ils devaient rester, s'accaparer du pays, voire même vers les années 80. Ces pays seraient très développés, on aurait de belles constructions qui pourront, je ne sais pas, parce qu'apparemment avec l'homme noir, il faut un peu d'essence pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Non, écoutez, je crois qu'il y a là un problème de... Il faudra que nous puissions essayer de positiver. Ne restons pas à pleurnicher si les Belges étaient là, non. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait des grandes études, nous avons des spécialistes dans tout le domaine. Je crois qu'il y a simplement un problème de détermination, n'est-ce pas? Comme je le disais tout à l'heure, il faudra que les gens apprennent à servir l'État plutôt que de s'en servir. Il ne faut pas se servir de l'État, il faut servir l'État. Et bien, au moins de temps, si aujourd'hui l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour dire, eh bien, nous devons refonder l'État, nous définissons les axes prioritaires pour la refondation de l'État, eh bien... C'est quasiment impossible. Non, c'est possible. Il faudra que les gens prennent conscience et ça ira très rapidement. Ça va aller très rapidement. Très bientôt, le pays va célébrer le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Aucune lumière au bout du tunnel. Vous ne pensez pas que le roi va regagner son pays pas du tout content et se dire voilà, l'Afrique c'est tout sauf un continent où il fait beau vivre, surtout la République démocratique du Congo qui ressemble à une poubelle. Il faut surtout que le roi n'a pas été dans nos quartiers respectifs pour palper du doigt comment les Congolais semblent vivre. J'ai suivi même sur les réseaux sociaux des images où pendant que le cortège passait, les Congolais semblaient crier roi, nous ne mangeons pas, on meurt de faim, on crève de faim et qu'on sort. Une visite qui n'a pas été bien accueillie par les Congolais qui croupissent dans la misère. Bon, écoutez, vous avez parlé de l'Afrique, mais je crois qu'il y a des pays africains qui se sortent plutôt bien. J'ai été au Sénégal, j'ai vu comment le pays est en train de progresser, n'est-ce pas? Vous sentez vraiment que ils savent où est-ce qu'ils veulent amener leur pays. Cela ne manque pas chez nous. C'est ce qui manque chez nous. Je crois qu'il est simplement question que les gens puissent comme ça se dire, bon, à partir d'aujourd'hui, nous observons les règles du jeu. Celui qui n'observe pas, eh bien, la justice s'occupe de lui. Tu détournes, on t'arrête. Ça va aller très rapidement, je crois bien. Ça va aller. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage, Monsieur Albert, qui est de la société civile citoyenne. Nous allons changer de registre pour parler de la situation au Parlement où l'Assemblée nationale a voté la nouvelle loi électorale depuis le 7 juin 2022 dernier, qui va immédiatement confier à sa commission PAJ. Voilà, votre analyse par rapport à cette réalité. Personnellement, j'avais déposé, pas un amendement, mais ma contribution, la contribution de la société civile citoyenne au PAJ et au président de l'Assemblée pour dire que c'est bien qu'on puisse définir les critères de celui qui est le président de la République, mais le pays ne va pas se développer à partir de Kinshasa.
Parce que nous parlons de décentralisation. Moi, je parle de décentralisation, mais je crois que, et je l'affirme toujours, que la décentralisation, c'est un des axes pour la refondation de l'État. Et bien, par rapport à ça, j'avais suggéré que les animateurs des entités de base répondent à un certain nombre de profils, parce qu'un chef de secteur, par exemple, devrait être suffisamment outillé pour booster le développement à partir de la base. Donc nous avions apporté notre contribution. Nous ne savons pas ce stade, c'est ça. On en a tenu compte, mais sinon, c'est ça un peu notre lecture de la chose. Voilà, conformément à l'article 73 de la Constitution en vigueur, la présidentielle de 2023 doit être organisée 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice. Autrement dit, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, devra convoquer l'électorat au plus tard en octobre 2023. Vous croyez vraiment à la tenue de ces scrutins, à la lueur où semblent avancer les choses, à pas des tortilles apparemment? Oui, je me dis... des manœuvres bien entretenues dans les deux chambres. Il y a de quoi que les gens puissent s'inquiéter par rapport au timing, hein, le respect de la Constitution par rapport à l'organisation de ces élections que nous voulons tous transparentes et crédibles. Le temps n'est plus de notre côté. Je me dis, bon, est-ce que va-t-on glisser? À l'est de la RDC. Parce que jusque-là, il n'y a pas de, la cartographie électorale n'est pas encore disponible. Il y a bien des préalables qui ne sont pas remplis. Alors, on se pose la même question, mais du moins, nous autres, nous sommes de la société civile. Nous observons, faisons confiance aux autorités. Je crois qu'ils savent que ce ne sera pas bon qu'on puisse glisser. Donc, s'il y aura des élections, par exemple, ça ne sera pas crédible. Il y aura tricherie ou fraude électorale à grande échelle. Parce qu'au moment où on parle aussi de... Nous sommes déjà presque... Il nous reste, comme je l'ai dit, 90 jours pour arriver à prêter les nécessaires pour la tenue des élections. Mais tout semble avancer à petit feu. On se l'est dit, les députés dans la chambre basse du Parlement, de l'opposition et du pouvoir, jusqu'à maintenant ne parlent pas le même langage. Les députés du G13, ils ont aussi leur façon de voir les choses. À l'est de la RDC, les armes continuent à crépiter, ainsi de suite. Il y a des alliances qui se font, et ainsi de suite. On ne comprend pas exactement nous allons où, si pas aux élections. Oui, c'est une inquiétude qui est tout à fait fondée. Hein. On se pose la même question. Est-ce que vraiment nous allons organiser des élections crédibles et transparentes dans le délai constitutionnel? C'est la question qu'on se pose. Mais je crois qu'il revient à ceux qui organisent, à ceux qui gèrent le pays, de faire en sorte que nous puissions aller aux élections dans le délai. Je crois que c'est encore possible. Hein. Il suffit seulement qu'on puisse mettre du paquet et ça peut aller. Moi, je suis optimiste. Pourquoi pas les rois, les couples royaux n'a pas choisi d'aller au Rwanda, par exemple, rencontrer Kagame au lieu d'aller à Lubumbashi? Une visite, je me dis peut-être qu'il n'aura pas de résultats attendus. Pourquoi pas aller au Rwanda pour en savoir plus, d'autant plus que ces derniers temps, les pays accusent le Rwanda d'agresser la République démocratique du Congo. On sait que les alliés du M23, ce sont les Rwandais. Les rois devaient aller au Rwanda pour s'entretenir avec Paul Kagame, chose qu'il ne va pas faire, je semble le croire. Je crois que dans la gestion de l'État, la haute politique se fait autour d'une table. Hein. Aller au Rwanda, ça sera du spectacle, hein, alors que le travail de fond peut se faire en dehors de cette visite-là. Maintenant qu'ils disent officiellement qu'ils vont s'investir, je crois qu'on peut s'attendre aux retombées, mais ça ne va pas se faire de manière spectaculaire. Hein. La haute politique se fait autour d'une table. Voilà. Les Congolais les disent tout haut. Nous, on voulait voir les rois dans son discours, où ne fût-ce que le Premier ministre belge, commencer d'abord par parler de la situation de l'Est de la RDC et donner un délai pour la fin de cette réalité. Nous comptons de morts par rapport à cette réalité, mais n'a pas fait allusion, presque pas allusion à ça
ça donne l'impression d'être les cadets des soucis du couple royal qu'on a vu à Kinshasa déambuler, visiter les quartiers et se retrouver à Lubumbashi où tout est presque calme. Bon, moi je crois que ce point de vue-là, j'ai suivi comme ça des gens qui tiennent des propos pareils, mais je me dis, bon, ça c'est vraiment un réflexe paternaliste, hein? On n'est plus colonie belge, nous devons prendre nos responsabilités, ils nous viennent en aide au secours. Mais c'est à nous, au fait, de nous occuper de nos problèmes. Ils vont nous aider, ils vont nous soutenir, mais ce n'est pas au roi belge d'aller résoudre le problème de l'insécurité à l'Est. Nous avons un gouvernement, nous avons des autorités du pays, eh bien il nous revient à nous de nous organiser pour résoudre nos problèmes. Ils vont nous venir en aide, peut-être dans notre moyen, peut-être, mais c'est un problème de responsabilité. Je crois que ce réflexe paternaliste-là doit nous quitter. Au moment où on parle que Kagame est bien, bel et bien soutenu par les Américains et les pays colonisateurs de la RDC devaient fermer hermétiquement sa bouche et ne pas défendre le pays, vous trouvez? Madame, je dis et je le réitère, la haute politique se fait autour d'une table. Ok. J'ai tout dit. Hein. En disant ça, je crois que j'ai tout dit. Ok. Il faut y avoir un dialogue. Ça dépend. Je crois qu'il nous revient à nous, n'est-ce pas, d'initier des actions que les Belges vont suivre parce qu'après tout, c'est notre pays. C'est nous qui gérons le pays. Nous avons besoin du soutien de la Belgique. Eh bien, il ne revient pas à la Belgique de prendre des initiatives à notre place. Même l'Ukraine a besoin aussi de l'aide des restes des pays européens et pourquoi pas du monde. N'empêche que la République démocratique du Congo puisse aussi crier son cri de détresse et appel à l'aide, surtout aux pays colonisateurs. Bon, je le dis, ça ne peut pas se faire de cette façon-là. La haute politique se fait autour d'une table. Laissons les gens agir dans les coulisses, je crois que ça va donner des résultats escomptés. Parce que le problème de l'Est, entre autres, c'est un problème économique et il y a beaucoup, c'est très louche et il y a beaucoup qui sont impliqués dans cette réalité. On parle des autorités de ces pays, on parle des Américains qui sont derrière ça dans l'optique d'exploiter les sols et les sous-sols de notre pays illégalement sans passer par de voies normales et consorts. Le chef de l'État est un morceau dur. Vous le voyez résoudre un problème pareil si facilement. Moi, je me dis, c'était une opportunité d'en parler au roi de la Belgique, à son tour de relayer cette information à l'Union européenne, voir comment, par exemple, interpeller les États-Unis d'Amérique qui soutiennent le Rwanda. Oui, vous savez, un État, les rapports entre les États, c'est un rapport de force, n'est-ce pas? Le Grand Congo est affaibli. Il est affaibli et le petit Rwanda se moque de nous. C'est pas normal. Je crois qu'il revient aux acteurs principaux de mettre de l'eau dans leur vin pour que nous puissions d'abord refonder l'État. Tant que nous n'aurons pas un État fort, comme ce fut le cas par le passé, eh bien, nos actions qui sont menées ne les sont pas avec dextérité. Eh bien, c'est pourquoi ça va dans tous les sens, côté armée, côté économique, côté ainsi de suite. Donc refondons l'État, c'est très important. Sinon, tous nos efforts seront engloutis dans cette boue-là dans laquelle nous pataugeons aujourd'hui. Voilà. Nous allons parler des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de la Mongala. Vous êtes sans ignorer que le Conseil d'État a bouleversé des choses. Celui qui était en seconde position avec 6 voix, on voit le Conseil d'État le proclamer comme gouverneur, contrairement à celui qui avait 13 voix. Et c'est de l'huile dans le feu parce que ça bouillonne de l'autre côté. Les députés, les élus de ce coin et autres fils, dignes fils de cette partie du pays, sont très très mécontents. Il y a des audiences qui se tiennent de l'autre côté. Cette réalité, vous avez digéré ça comment? Mais il n'y a pas que la Mongala, il y a le Maniema, il y a la Chopo. Je crois qu'il y a là un problème de notre justice aussi qui ne rassure pas du tout là. Pourquoi je me dis,
la justice élève une nation. La corruption continue toujours à gagner du terrain dans notre pays. Au moment où les chefs de l'État clament et au fort, il faut lutter contre la corruption. Oui, ce sont des antivaleurs qui font que l'État ne soit pas un État normal, passez-moi l'expression, hein, que l'État ne soit pas un État normal, parce que de tels actes sous d'autres cieux, dans des États normaux, sont punis, n'est-ce pas? Ici, il y a des gens qui peuvent détourner et rentrer chez eux sans qu'ils soient inquiétés. Tandis que sous d'autres cieux, en Corée par exemple, tu détournes $1000, on te flingue, hein, n'est-ce pas? Non, je crois que pour qu'un État puisse rester un État, il faudra que nous puissions comme ça élever la justice. Jusque-là, la justice chez nous laisse à désirer. Et d'ailleurs, dans tous les secteurs, refondons l'État. Nous devons continuer à faire confiance à la CENI si on tient compte de cette réalité. Juste les élections de vice-gouverneurs et gouverneurs concernant les 14 provinces qui étaient dans le besoin. Si, juste pour les 14 provinces, il y a des sérieux problèmes qui se posent, des tricheries, on clame haut et fort à la tricherie, à la corruption et consorts, vous pensez que la centrale électorale qui est là saura organiser des élections démocratiques, crédibles, comme souhaité par la population? Je crois qu'il faudra distinguer la part de la CENI et la part de la justice. Okay. Pour les élections de gouverneurs de province, des grands électeurs, je crois que la CENI n'a pas failli. C'est la justice qui pose problème, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des cas comme ça de corruption à ciel ouvert. Et on a vu certaines personnes, ils sont passés de gouverneurs, mais sous fond de corruption. Nous avons suivi la ministre de la Justice, Rose Mutombo, et apparemment c'est comme s'ils ne parlent pas le même langage avec le Conseil d'État. Bon, disons que par rapport à cette question-là, corruption, tout ce que tu veux, les recours, vous sentez une certaine mollesse dans l'action de l'État. Refondons l'État. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Nous avons un État en déliquescence que nous devons refonder. N'est-ce pas? Quand un État est fort, l'État organisateur de la société mène ses actions avec dextérité. Et vous avez le résultat tout de suite. Mais là, les actions de l'État vont dans tous les sens. Ministère de la Justice, Conseil d'État, vous sentez vraiment pas que l'État mène ses actions avec dextérité. C'est regrettable. Refondons l'État. Il faut refonder l'État. Il y a du pain sur la planche. Absolument. Nous avons un grand travail. Nous avons un État en déliquescence. Il faut le refonder. Aucun secteur n'est épargné. Hein? Aucun alors. Aucun secteur n'est épargné. Refondons l'État. On peut beau avoir des professeurs d'université, docteurs en session, cela, tant que les fondamentaux d'un État moderne sont rompus, eh bien, on aura le même problème. Si même, voire même au niveau de la justice, on clame haut et fort de la corruption, en quoi est-ce que la population peut applaudir ou encourager ces gouvernements-ci, ou ces régimes-ci? Parce que moi, je vis, c'est comme si la population garde un calme qui semble tout dire, qui extériorise la déception, un silence qui montre que non, ça ne va pas. Vous savez, ce jugement de se taire, de subir en silence. Le constat que vous faites là, c'est le constat qui a fait que moi là, qui était politicien dans un parti politique, j'étais secrétaire national au MLC, je quitte le parti politique pour aller dans la société civile parce que des fois, on a honte de dire qu'on est politicien. On a honte. On est mal perçu par la population quand on est politicien. C'est pourquoi il faudra que nous puissions refonder l'État. Ça ne passe pas par 4 chemins. C'est la refondation de l'État. Avec les temps qui nous restent avant 2023, les gouvernements congolais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement pour se rattraper, donner du sourire aux lèvres aux Congolais? Parce que nous sommes en plein centre-ville, on enregistre des coupures intempestives du courant électrique. Il y a des cas, en plein 21e siècle, nous avons des quartiers, des coins de recoins de Kinshasa, ne fût-ce que Kinshasa, où il n'y a pas d'eau. Il y a des coins enclavés en pleine capitale Kinshasa.
quels sont les efforts que ce gouvernement a pu faire, des efforts palpables qui puissent satisfaire la population? Apparemment, il n'y en a pas. Les étudiants n'ont pas de bus jusqu'à maintenant. Ils ont promis des bus aux étudiants, mais là, ce sont des justifications, ainsi de suite. À quoi faire confiance à ces gouvernements? Comment est-ce que les chefs de l'État et son gouvernement peuvent se rattraper pour reconquérir cette population? Je crois que Sun City, c'est le constat qui a été fait au Sun City que l'État était en déliquescence. Il fallait mener certaines réformes pour la refondation de l'État. C'est comme ça qu'il y a eu l'option de la décentralisation comme mode de gouvernance de l'État. Mais qu'est-ce que je remarque? Nous remarquons que plus de 10 ans après, on n'est toujours pas parti. L'on ne sait pas. Est-ce qu'on gère au mode décentralisé? Est-ce que les provinces qui devaient être le centre d'impulsion pour le développement des entités de base, vous avez tout à l'heure parlé de la corruption pour les élections de gouverneurs. Avoir aussi le profit de ces gouverneurs. Je me dis, j'ai très peur de l'avenir du pays. Les gens là, les gens que j'ai vus, qui se sont agités dans plusieurs provinces, ce profil-là ne me rassure pas. Vous incombez la faute à qui alors? À l'État organisateur de la société qui est affaibli. Nous, on a vu Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, aller voir le président de la Syrie en guise juste de déplorer de l'absence de manque, de carence de céréales, ainsi de suite. Et là, et cette occasion faisant les larrons, il a exposé les difficultés des pays africains, ainsi de suite. Ce sont des efforts à saluer, ainsi de suite. Mais pour notre pays, les multiples déplacements du chef de l'État ne semblent résoudre aucun problème. Les investisseurs ne viennent pas. Les problèmes au niveau sous-régional n'arrivent pas à mettre fin à la guerre de l'Est et de la RDC. À quoi bon de créer des alliances? À quoi bon d'adhérer, de multiplier les adhésions au moment où les résultats ne sont pas probants? Oui, il est vrai que la reprise, il y a quand même une certaine reprise sur le plan diplomatique, dont les effets ne peuvent pas être immédiats, n'est-ce pas? Mais je crois que le problème du pays, c'est surtout le problème de gouvernance. Il faudra que nous puissions résoudre le problème de gouvernance de ces pays-là. Nous avons un pays à dimension continentale. Vous voyez, certains pays africains ont la dimension de nos territoires ici, les 145 territoires. Il y a des territoires plus vastes que certains pays. Je crois que le mot décentralisé de gestion, c'est la meilleure gouvernance qu'on puisse adopter, mais il faudra que nous puissions, comme je l'ai toujours dit, voir le profit des animateurs de provinces et des entités de base, n'est-ce pas? Il ne faudra pas que les gens se disent « je vais là-bas pour m'enrichir ». Non, je vais là-bas pour servir. Je voudrais bien avoir des gouverneurs en jean, casquette, plutôt que veste, cravate à tout moment. L'IGF fait bien son travail jusqu'à ce niveau? Oui, je crois que parmi les réformes que je peux soutenir, que je soutiens, qui puissent amener l'État à exister comme organisateur de la société, il y a cet aspect du contrôle de l'IGF qui se présente comme étant cet épouvantail qui permet de renflouer les caisses de l'État. Ça, c'est quand même positif. Ça, je crois qu'il faut qu'on se le dise. Même si, comme je l'ai dit toujours là, dans un passé récent, la prédation était un régime de gestion. N'est-ce pas? Ces prédateurs-là sont aujourd'hui dans l'opposition. Cette opposition caviar-là est pleine de prédateurs. Mais il y a des mandataires dans les entreprises étatiques et non étatiques qui sont de l'opposition. Je crois que l'UDPS aurait dû créer son régime. N'est-ce pas? Parce qu'un régime est composé des animateurs au niveau le plus bas. Le régime UDPS n'existe pas encore et ça c'est regrettable. Ce qui fait que le régime de prédation continue à œuvrer et l'IGF est pratiquement seul contre tous parce qu'on vole à tous les niveaux. Et l'union sacrée qui devient de plus en plus l'union salée,
c'est pas intéressant. À quelques temps des élections, il n'y a pas de l'ordre. Jusqu'à maintenant, on s'est dit, même le pouvoir, donc l'Union sacrée ira aux élections d'une manière dispersée. Ils ne parlent pas le même langage. On voit Bahati et les autres qui... on sent qu'il y a des différends entre les acteurs même de l'Union sacrée. C'est des désordres bien entretenus, laisse-moi dire ça. Non, toutes ces associations, regroupements politiques, c'est la logique du pouvoir pour le pouvoir, n'est-ce pas? Les gens veulent être servis plutôt que de servir l'État. Voilà. Et ça, c'est regrettable. Voilà, nous tendons vers la chute de cette émission. Monsieur Albert Angbana Maté Zimbombo, vous êtes auteur d'un ouvrage qui parle de la décentralisation que vous avez publié. Le baptême de cet ouvrage a eu lieu récemment. Comment ça marche dans le marché ou bien dans les bibliothèques de Kinshasa? On retrouve l'ouvrage. Les prix accessibles, excusez-moi de le dire, à toutes les bourses. Et ça se passe comment jusqu'à maintenant? Après les baptêmes du livre. Oui, c'est-à-dire le livre est sur la place publique. Je suis plutôt en train d'envisager de commencer à tenir des conférences débats dans différents milieux, universités, assemblées provinciales, pour expliquer aux gens que le développement du pays passe par la décentralisation. C'est un des axes fondamentaux pour la refondation de notre État en déliquescence. Voilà. Donc je suis sur cet aspect des choses et je ne le dirai jamais assez. Le développement de ce pays à dimension continentale passe par la décentralisation. Mais cette décentralisation est tributaire de plusieurs aspects, dont notamment le profit des animateurs des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous avez depuis 3-4 ans qu'il y a l'UDPS au pouvoir, mais le même chef de secteur est là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les secteurs? C'est les honorables députés qui imposent comme salaire aux cousins qui ont échoué, qui n'ont aucun niveau, alors qu'ailleurs, c'est des gens suffisamment outillés, qui devaient partir dans des capitales des gens d'ici pour aller gérer les entités de base et développer le pays à partir de là. Nous avons un pays riche. Nous avons dans toutes nos provinces, dans toutes nos entités-là, des potentialités, des richesses potentielles, mais il faudra que nous ayons des gens outillés, des managers pour transformer ça en richesse. C'est ça qu'on dit, créer de la richesse. Voilà le bien fondé de la décentralisation. Il faudra créer de la richesse localement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Albert, numéro 1 de la société civile citoyenne. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion c'est demain à 11h heure de Kinshasa. Si vous avez aimé l'émission, appelez-nous au 081